bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi déjà d'être parmi vous et de partager sur un sujet qui me tient à cœur à titre personnel et qui fera sans doute écho à deux, trois choses qui ont déjà été dites ce matin. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir sur le sujet de l'entraide, il y avait beaucoup de choses qu'il était possible d'évoquer. J'ai choisi de réfléchir, de vous partager une réflexion autour de ce que l'entraide peut faire pour prévenir la question de l'épuisement au travail, de l'épuisement professionnel dans le monde paysan, et évidemment de comprendre un petit peu les impacts sur la santé et ce qu'il pourrait être possible de faire en tant qu'acteur de proximité toutes et tous. Je me présente juste en deux mots. Reliance est aux côtés de celles et ceux qui réalisent des missions d'intérêt général. Donc nous intervenons autour des questions de prévention des risques auprès des acteurs de la santé des territoires, et en particulier l'univers des collectivités territoriales. Voilà. Alors, on peut entrer par la question, j'ai vu les panneaux tout à l'heure qui étaient à l'entrée, qui évoquaient en partie ce sujet, évidemment, que ce fait social majeur dans l'univers paysan qui est la prévalence du suicide. C'est un sujet, évidemment, dont on a déjà un petit peu parlé en introduction, mais qui est un fait social majeur dans cet univers-là. Je pense que je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, simplement rappeler qu'on est parmi au sein de la population, sont les actifs les plus touchés par le phénomène. Il y a une surmortalité de plus de 20% par rapport à la population générale, sur la population paysanne, donc c'est un vrai sujet. Si on avait à donner un portrait type, malheureusement, de l'agriculteur impacté par le risque de suicide, c'est plutôt quelqu'un qui travaille dans l'élevage, qui a entre 40 et 60 ans, qui a une exploitation de 30 à 50 hectares, et les enquêtes nous disent qu'on est sur une espèce de portrait robot qui corrèle un peu d'ailleurs ce qui se disait tout à l'heure. Alors, la question du suicide, elle nous semble évidemment préoccupante et intéressante parce que l'épuisement professionnel, on le sait aujourd'hui, c'est un facteur assez hautement prédictif du risque de suicide. Donc il y a un intérêt assez évident quand on parle d'entraide à aller regarder un petit peu quels sont les signaux faibles qui permettraient de dire qu'on a une situation, une personne commence à s'épuiser, à être sur une forme de point de non-retour en matière d'épuisement dans son action, dans son milieu de travail. Donc c'est le point d'entrée, en tous les cas, que je choisis, qui légitime un peu le fait de s'intéresser, de se questionner sur cette question de l'épuisement. Alors, les facteurs du malaise au travail paysan, je pense que vous les connaissez évidemment mieux que moi. Si j'avais à picorer quelques éléments un peu phares sur ce sujet, évidemment la contradiction que les sciences du travail ont pointé, quels que soient les domaines par ailleurs, mais cette contradiction entre travail prescrit et travail réel, d'un côté la richesse du métier, l'engagement, et puis de l'autre la domination de plus en plus forte des normes, quelles qu'elles soient environnementales, économiques, agronomiques. Une injonction qu'on va retrouver dans beaucoup d'organisations du travail de manière générale, l'injonction à la performance permanente, je crois qu'on en a un petit peu parlé aussi dans le guise d'introduction, et dans de multiples domaines de compétences. Il faut qu'un agriculteur soit bon partout et tout le temps, qu'il soit à la fois fin connaisseur du métier en tant que tel, et aussi qu'il maîtrise la gestion, l'économie, le commerce, de plus en plus de choses. Parfois, il y a aussi la question de l'estime de soi qui peut être impactée par la position du grand public ou des médias sur certains sujets qui sont en lien avec ces questions. Un tiraillement souvent aussi entre la tradition, le passé, perpétuer le métier, la mémoire familiale. C'est ce que le sociologue Philippe Diribarne appelle cette notion de logique de l'honneur, qui vient parfois se heurter à des évolutions, à des modernisations qui sont parfois très, très difficiles en termes de gestion. Donc, si je resserre un peu l'entonnoir autour de la question, moi qui me préoccupe dans mes interventions, c'est la question des risques du travail. Des points très factuels que je vais donner, qui là encore sont des ingrédients qui doivent poser question et qui constituent un peu le terreau de ce risque d'épuisement. C'est une durée moyenne de travail qui est largement supérieure à ce qui se dit dans les enquêtes du ministère du Travail autour des conditions de travail dans le monde salarié. On est sur une durée moyenne de travail qui est en moyenne de 53 heures, voire de 61 heures quand on arrive sur l'élevage. Là où, vraiment en point de comparaison sur le monde salarié, on va dire
régime général et fonction publique, on est plutôt sur une durée moyenne de travail qui sera autour de 39 heures, durée effective, hein, la durée réelle de travail. Donc vous voyez qu'on est sur des écarts qui sont impressionnants. Évidemment, une durée de travail un temps de travail hyper flexible. On a une exposition plus grande aux maladies professionnelles, on le sait aussi, c'est plutôt bien documenté. Et pour le résumer, sans aller forcément beaucoup plus loin, on a des conditions de travail qui regroupent effectivement beaucoup de facteurs de risque, hein, très clairement. Sur la question de la santé mentale, alors la question de la santé mentale, c'est aussi un sujet, vous le savez sans doute aujourd'hui, un sujet dans le monde du travail de manière générale, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux. C'est aussi un sujet dans le monde paysan, évidemment, hein, il n'échappe pas à ces questionnements-là. On l'a rappelé tout à l'heure, il y a des sources de stress qui sont multiples aujourd'hui dans l'activité. Je ne m'étale pas plus là-dessus non plus. Pression financière, isolement, je pense que c'est un point vraiment central. Un moindre accès à la médecine aussi pour diverses raisons. Qu'est-ce qu'il en est de la santé psychologique des paysans aujourd'hui? Moi, 2 chiffres que je retiens sur les études qui sont citées. 46% des agriculteurs qui présenteraient un stress psychologique élevé, voire très élevé, donc c'est quand même pratiquement 1 sur 2, c'est un chiffre assez impressionnant, et un agriculteur sur 3 qui présenterait un risque d'épuisement professionnel. Donc c'est un vrai sujet de santé publique et un vrai sujet d'entraide, que l'entraide dans le monde paysan peut essayer de se saisir, à mon avis. Sur le deuxième temps de ce que j'ai envie de partager avec vous, une fois qu'on a posé un peu le décor, si je puis dire, il faut comprendre de manière plus précise de quoi on parle quand on parle de l'épuisement professionnel ou de l'épuisement au travail. Si j'avais à résumer, évidemment, quand on parle de burn-out, donc d'épuisement professionnel, on parle effectivement de quelque chose qui est de l'ordre de l'exposition prolongée. On est sur une situation qui dure, une dégradation qui dure, qui s'étire dans le temps. Et une situation où, si j'avais vraiment à le résumer, les contraintes qui s'exercent, les exigences du travail qui s'exercent au quotidien sur la personne dépassent les ressources qu'elle peut avoir à sa disposition. Les ressources collectives, organisationnelles, les ressources individuelles aussi, c'est les capacités individuelles de la personne, les ressources familiales, etc. Enfin, tout ce qui peut faire ressource à un moment donné. Retenir que c'est une fatigue extrême et que c'est une fatigue qui n'est pas réparée par un week-end de repos ou une semaine de vacances. C'est quelque chose que les temps de repos habituels ne suffisent plus à soulager. Ça, c'est aussi important parce que il faut le garder, à mon avis, en tête. Il y a vraiment ce sentiment qui est le sentiment d'être vidé. Je pense que si on avait à résumer cette question de l'épuisement, une personne qui est vraiment au bord de la décompensation et du craquage, si je puis dire, en situation d'épuisement, c'est une personne qui exprime qu'elle est vidée, qu'elle a tout donné. Sur la question du burn-out, de l'épuisement professionnel comme processus, point de repère pour faire entraide, pour savoir comment produire de l'entraide demain sur un sujet comme celui-ci, on va distinguer quatre grands stades. C'est un premier stade qui est le stade de l'engagement très idéalisé et très idéaliste dans le travail. Ce qui est souvent formulé, c'est que le travail est perçu comme on est au stade 0, le travail est perçu comme un moyen vraiment privilégié de s'accomplir. La personne donne beaucoup d'énergie, a beaucoup de croyances dans son activité, idéalise vraiment son activité de travail. Je pense que c'est vraiment le maître mot, et va se fixer aussi, donc avec des idéaux, des objectifs élevés, éventuellement des objectifs de performance. Il y a vraiment une identification très forte au travail. Ça, c'est le stade 0 de l'engagement idéaliste. Vient ensuite dans le processus qui s'installe, ce qu'on va appeler le stade 1, c'est l'idéal qui commence à se fissurer, à se fragiliser. La personne commence à constater et formuler des contradictions dans le milieu professionnel. Le doute commence à s'installer quant à la réalisation véritable de l'idéal, qui peut être générateur d'angoisse d'ailleurs. Et on préfère ne pas y penser, souvent on préfère le mettre de côté, mais on sent bien, la personne commence bien à sentir que cet idéal ne va pas être tenable. Vient le stade 2 du processus, qui est vraiment l'apparition de ce qu'on va appeler le retrait protecteur. La personne a bien conscience qu'elle est en train de s'essouffler, de s'épuiser, qu'il y a un vide émotionnel qui est en train de se créer, une atteinte de l'idéal qui ne va pas être possible. Donc en général, la personne fait encore plus de la même chose, essaye à contrario de toujours essayer de l'atteindre, cet idéal, malheureusement inatteignable.
Et apparaît dans ce stade 2 le retrait protecteur. Le retrait protecteur, c'est quand même la nécessité de se protéger. La personne a conscience qu'à un moment donné, ça va coincer, mais elle va donc s'isoler, elle va se détacher, elle va, pourquoi pas, on peut le voir comme ça aussi, remettre à demain des contraintes administratives. Voilà, ça peut être un signal intéressant, ça. Il y a vraiment une remise en question intime du travail comme voie d'épanouissement. Ça peut être aussi l'occasion de voir des comportements parfois un peu cyniques. Et puis vient le stade 3 qui est le stade vraiment de la décompensation, du burn-out vraiment avéré, hein, d'épuisement avéré, où là, en général, on a quasi systématiquement ce qu'on appelle, nous, un incident critique, un événement qui va vraiment faire en sorte que la personne, boum, décompense, craque, et l'idéal est complètement éteint. On est vraiment sur le sentiment d'inefficacité professionnelle à son paroxysme. Pardon. Je ne peux plus exercer mon métier. Voilà, hein, je parle vraiment de métier, pas uniquement d'activité professionnelle. Donc on est vraiment sur quelque chose qui s'étire, alors sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois évidemment, hein, qui crée ce faisceau d'indices qui nous invite à comprendre que la personne s'enfonce progressivement dans un point, ce que j'appelle moi un point de non-retour. Ça c'est vraiment l'idée de l'épuisement comme processus. Alors après, pour le reconnaître comme état, hein, il y a trois grandes caractéristiques. Moi, j'en ai ajouté une quatrième qu'on retrouve aussi de plus en plus dans la littérature, mais on a trois grandes caractéristiques. C'est évidemment la situation de surcharge. Hein, c'est la pathologie, si je puis dire, du trop. Quoi, hein. Il y a trop de travail, il y a une surcharge qui est trop importante, une surcharge de travail. Il y a un épuisement qui s'accompagne d'un épuisement vraiment émotionnel. La personne est vidée, hein, elle donne tout et ça n'avance plus, ou ça n'avance pas en conformité avec l'idéal en tout cas. Il y a ce sentiment de perte d'accomplissement professionnel. Hein. Je n'exerce plus mon métier tel que je l'aimais, tel que je l'avais peut-être idéalisé, et tel qu'en tous les cas je voudrais le faire, ou tel que je voudrais le penser conformément aux règles de l'art. Voilà, ça je pense que c'est un point vraiment important. S'y ajoute un quatrième paramètre qui est intéressant, c'est le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire qu'il vient un peu, alors ce paramètre-là, il vient un peu dans une espèce de surcouche, en disant, la personne va souvent se dire qu'en plus c'est de ma faute si j'y arrive pas. Voilà, elle ne va pas forcément avoir conscience qu'elle n'est pas toute seule isolée, elle est prise dans un système. Elle est prise dans un système qu'elle contribue aussi indirectement à alimenter, enfin, auquel elle participe, c'est une vision systémique de la chose. Mais en tous les cas, il y a souvent ce sentiment de culpabilité qui va venir s'ajouter. Je dirais pour retenir que sur ce deuxième temps, c'est une souffrance qui s'installe insidieusement, hein, qui s'accompagne très souvent d'un déni. La personne ne reconnaît pas, souvent ce qu'on peut entendre en consultation de clinique du travail, c'est que les personnes vous disent « moi je ne voulais pas entendre parler de burn-out, le burn-out c'était pas pour moi ». Voilà, hein, ça c'est quelque chose d'assez caractéristique quand la personne retombe un petit peu et qu'elle prend conscience de ce sujet-là, le déni tombe, mais évidemment c'est un facteur de difficulté supplémentaire, hein, bien sûr. Retenir aussi que c'est une fatigue qui est souvent, qui est importante, qui est physique, qui est psychique, qui est émotionnelle, avec un tableau somatique plus ou moins multiple, et puis il y a systématiquement, ce que je disais, cet incident critique, hein, c'est un événement, pas extérieur au travail, mais un événement un peu qui acte un peu la chose en tant que telle. Alors, sans m'étaler sur les causes, ça serait presque l'objet d'une autre conférence, on va retrouver évidemment des facteurs qui sont des facteurs organisationnels, hein, la manière dont le travail est organisé, qu'on soit dans un collectif ou même individuel, effectivement les facteurs organisationnels sont les facteurs majeurs. Des facteurs interpersonnels qui relèvent plus de la qualité du soutien social que je peux avoir, est-ce que j'en ai suffisamment, est-ce que j'en ai pas, c'est des facteurs qui sont aussi importants, qui peuvent contribuer à la dégradation. En chapeau, moi je parle aussi de facteurs qu'on va appeler des facteurs sociétaux. Hein, y a une disparition de ce que j'appelle moi les grands métacadres, hein, c'est-à-dire les grandes institutions qui donnaient autrefois un cadre un peu global, l'école, la famille, etc. Voilà, tout ça s'est un peu effondré, il y a une perte de repères et ça contribue aussi à ce que l'individu se retrouve seul à devoir faire avec sa propre performance individuelle et à compter un peu que sur lui-même. Hein. On a des facteurs sociétaux aussi qui invitent toujours au toujours plus. Hein, toujours plus. Alors, tout à l'heure, on évoquait l'exploitation toujours plus grande, toujours plus de production, toujours plus. Et il faut savoir poser la limite. Ça va être quelque chose dans l'accompagnement, c'est la question de la limite qui va devoir être à un moment donné reposée.
Les facteurs individuels, je les laisse de côté parce qu'évidemment, enfin je les laisse de côté. À condition de travail égal, tout le monde ne fait pas un épuisement professionnel, évidemment. Donc les facteurs individuels entrent en jeu. Mais on a coutume de dire que même s'il y a un terrain prédisposant, ils ne font que flamber au contact des conditions organisationnelles et du contexte de travail général qui reste l'élément déclencheur. Voilà. Donc c'est-à-dire, si la personne avait été dans d'autres conditions, elle n'aurait pas fait d'épuisement professionnel. Les symptômes physiques, cognitifs, affectifs et comportementaux, alors je ne vais peut-être pas trop détailler parce que je voudrais qu'on reste dans le timing, mais en gros vous allez retrouver un tableau, ce que j'appelle moi un tableau clinique où on va avoir effectivement des somatisations assez classiques qui sont liées aussi au stress chronique qui vient se surajouter à la situation, donc des troubles du sommeil, une baisse d'énergie. Ça peut être effectivement des troubles de la digestion, des troubles cardiaques, des pathologies assez caractéristiques. Tout ce qui va être de l'ordre un peu inflammatoire va être assez caractéristique. Donc là aussi, dans les signaux faibles, c'est savoir écouter, se dire tiens, les plaintes qui sont rapportées renvoient à un tableau qui peut faire penser à ça. C'est des manifestations des troubles cognitifs, les pertes de mémoire, les difficultés à se concentrer, tout ce qui va renvoyer l'idée qu'une personne avant faisait quelque chose du premier coup et elle a plus de difficultés, elle oublie plus de choses, tout ce qui va être de l'ordre de la modification du comportement par rapport à ça, l'augmentation du taux d'erreur, enfin du nombre d'erreurs faites, etc. Des manifestations affectives aussi, perte de motivation, sentiment de culpabilité très présent, des ruminations et puis parfois des symptômes comportementaux, je le disais notamment, on peut voir dans certains cas une augmentation de la prise d'addictifs, tabac, alcool, médicaments. On peut aussi retrouver ce tableau-là qui doit être un signal qui alerte. Quelle entraide on peut avoir comme moyen de prévention, de détection, d'accompagnement, d'orientation autour de cette question de l'épuisement au travail dans le monde paysan? Alors, l'entraide, finalement, l'enjeu, c'est d'agir avant l'incident critique, vous l'avez compris, le plus en amont possible. Je crois qu'on l'a déjà dit, ça passe par l'écoute, la présence. Déjà, l'écoute et la présence font déjà beaucoup, même si ça semble peu pour tout accompagnant, c'est déjà beaucoup pour celui ou celle qui est accompagné. L'épuisement au travail est quand même très connecté à cette question de l'idéal au travail. Je pense qu'il y a une vraie action de sensibilisation auprès notamment des écoles et des filières de formation agricole pour expliquer les réalités du métier. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure et je trouve que l'idée est intéressante. Ça, c'est vraiment le premier pan. Parce que ça va permettre d'accompagner, de vraiment inviter le futur agriculteur, le futur jeune diplômé et jeune agriculteur sur sa question de l'adéquation entre les besoins et ce que l'activité pourra réellement lui offrir. Et ce qu'il va réellement trouver concrètement, au-delà de l'idéal qu'il peut avoir autour de l'activité. Je pense que ça, c'est un premier point. En corollaire, c'est accompagner les projets d'installation un peu dans le même esprit, en sensibilisant aux réalités et aux risques du métier. Il y a vraiment cette notion. Alors, il ne s'agit pas comment dirais-je, de ruiner l'idéal au travail, évidemment, mais de le rééquilibrer, dans un rééquilibrage entre l'idéal qu'on peut garder et la réalité qu'on saura s'attendre à trouver, si je puis dire. Voilà. Y a la question pour moi pourquoi pas mettre en place un réseau de vigie sanitaire, idéalement aussi qualifié sur les questions de santé au travail, auprès des travailleurs agricoles. Alors après, on l'intitule un peu comme on veut, mais je pense qu'il y a quelque chose sans doute qui peut être un levier quand même autour de ça. Savoir orienter et de fait avoir la capacité de construire ou au moins d'identifier un réseau de professionnels de santé sur lequel s'appuyer, toujours pour une approche pluridisciplinaire de ces situations. Et puis évidemment, c'est peut-être le point que j'aurais dû mettre d'ailleurs en premier, c'est promouvoir dans les organisations du travail, parce qu'on n'a pas de travailleurs individuels, on a aussi des organisations de travail, la culture de la prévention et de la prévention des risques professionnels et psychosociaux. Ça, c'est un fondamental, puisque c'est d'abord l'action autour de ces points qui va être primordiale. En deuxième temps, sensibiliser et orienter, moi je dirais que tout ce qui va relever de la mise en place d'espaces de discussion, d'espaces de parole et d'entraide entre pairs qui renforcent le soutien social, va être positif pour prévenir et pour avoir des lieux un peu soupapes. Peut y être associé, pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu qui fonctionne bien, l'idée d'avoir des grands témoins, un petit peu ce qu'on a fait ce matin en guise d'introduction, d'avoir des personnes qui témoignent.
éventuellement d'une période difficile qu'elles ont réussi à surmonter et qui permettent de donner aussi des repères aux personnes qui participent à ces groupes de parole. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Évidemment, il y a des actions qui sont des actions de promotion de ce que j'appelle la psychoéducation. Apprendre ou réapprendre à s'écouter, à mettre les limites, à apprendre, vraiment faire l'apprentissage de la limite. On l'a évoqué un petit peu dans l'introduction, poser la limite, savoir voilà, ce qui est possible, jusqu'où on peut aller dans son activité de travail, privilégier aussi ce que j'ai appelé des approches psychocorporelles, c'est-à-dire des temps qui permettent de se recentrer aussi sur soi, d'apprendre vraiment la limite de son corps et de son esprit. Tout bénévole qui intervient, et les bénévoles du réseau sont en première ligne aussi, à sensibiliser ces bénévoles à la détection des indices du mal-être et du mal-être au travail, renforcer la capacité d'alerte, écouter le narratif, former pourquoi pas les bénévoles du réseau au premier secours en santé mentale. C'est quelque chose aussi qu'on voit se développer de plus en plus aujourd'hui. Ça nous vient d'Australie, mais on le voit de plus en plus se développer dans les organisations, dans le monde privé, les premiers secours. De la même manière qu'on a les premiers secours classiques, on a aujourd'hui les premiers secours en santé mentale qui permettent d'avoir les bonnes postures, d'avoir les bons mots pour justement orienter, accompagner et orienter, sans se substituer à des vrais professionnels de santé, évidemment. Dernière slide, et puis je conclurai ici. Alors, peut-être quelque chose qui concernera moins toute personne voilà, sur le terrain, mais plus des choses qui sont à garder à l'esprit pour les personnes qui seraient un jour, voilà, pour les personnes concernées, je dirais, par la question de l'épuisement, c'est accepter de prendre le temps du repos nécessaire. La récupération, elle est longue, souvent, et elle est en tout cas nécessaire. La prise de recul est nécessaire sur le pourquoi de son rapport subjectif aussi au travail, pourquoi cet engagement, pourquoi cette situation vécue. S'appuyer sur un soutien médical, évidemment, indispensable. Être accompagné, si possible, par un spécialiste de la clinique du travail, notamment, pour justement sortir aussi de cette situation où on oscille entre le sentiment de culpabilité et le sentiment aussi d'être victime d'un système, pour redonner un peu du pouvoir d'agir et redonner un peu de force à la situation, préparer le retour au travail ou la reconversion avec l'appui de professionnels. Et je pense qu'il y a un point qui est important, ça sera mon point de conclusion, ne pas oublier non plus les proches, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, les proches ou les aidants, et s'assurer des conditions de vie personnelles et du soutien, je dirais, de tout soutien psychosocial que la personne peut avoir, dont elle peut bénéficier dans son entourage, et si possible avoir une pensée et une forme d'accompagnement aussi pour les proches de la personne qui vit une situation d'épuisement au travail, parce que ça peut être un élément important. J'espère vous avoir apporté quelques éléments d'éclairage, en tout cas sur ce sujet, et je vais laisser la parole à Consoeur.